pouvoir vous remonter. Donc, Virginie God, Thierry Egenstein, allez-y, Hugues Lebel, Guillaume Moreau et Céline Mignaton-Jalbert ont eu la gentillesse de participer à ce panel qui est la suite de 4 ateliers de brainstorming qu'on a fait avec environ une 50aine d'exportateurs et de banquiers. Donc, les Robinson et Reda, que je remercie, ont synthétisé ces ateliers de brainstorm. Et le but, c'est que voilà, ces 4 personnes, plus la banque, plus Virginie, vous fassent une synthèse de tout ce qui a été remonté dans ces ateliers de brainstorming, c'est-à-dire vos besoins. Juste un tout petit mot avant ça, parce que l'année dernière, on en avait fait la même chose. Et juste en 5 points, je vous fais part des améliorations qui ont été prises en compte par rapport à ce que vous aviez demandé. Vous aviez demandé des améliorations sur la garantie des projets stratégiques. On vous en a donné, ils vont en reparler. C'était une des questions. De simplifier le pass export avec une flexibilisation au niveau de la part française. On l'a fait aussi puisque on demande juste l'examen d'un seul contrat commercial et non plus de plusieurs contrats sur plusieurs années. Et l'instruction de la demande pass export est dorénavant déléguée à BPI France Assurance Export. Donc c'est une instruction bottom-up qui est plus rapide. Il y a eu aussi une demande de transparence sur nos process et notamment les commissions des garanties. Quand est-ce que ma fiche va passer en commission des garanties? Ça, et je comprends, la question est tout à fait légitime. Donc, on a amélioré ça aussi, puisque le calendrier des commissions des garanties et des fiches explicatives sur les délais sont publiés sur le site. Donc, vous pouvez aller sur le site pour connaître à la fois les délais et les dates des commissions des garanties. Sur la digitalisation, c'est aussi un des sujets qui a été évoqué. Les demandes en ligne donc, sont disponibles sur l'ensemble des produits, excepté sur l'assurance investissement. Mais bon, pour l'instant, on a 2 ou 3 dossiers qui se battent en duel, donc ce n'est pas trop grave. Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas vous garantir, hein, ce n'est pas parce qu'il y a des refus, on n'a pas de demande, parce qu'en fait, les privés proposent voilà, des garanties investissement qui satisfont les exportateurs. Donc, on est là, on agit en subsidiarité. Et sur la complexité des produits et des demandes d'assurance, on a fait, vous avez sans doute dû le remarquer, beaucoup de webinaires produits. Donc, on a développé ces webinaires produits. Et d'ailleurs, la preuve en est, on en a fait plusieurs sur la GPS et vous avez tous répondu bon à la question de la GPS. On fait la newsletter de la direction de l'export qui vous donne les changements d'organisation, des nouveaux produits, des success stories, des choses comme ça. Si jamais certains d'entre vous, vous ne la recevez pas, c'est possible, hein, certains l'ont dit. Vous voyez la personne qui est toute seule là de ce côté, vous allez le voir, Robinson, et vous lui donnez votre carte de visite et il vous rajoutera sur la liste. On a fait beaucoup de présentations aussi sur le bonus climatique qui a très bien marché. Et puis voilà, et je ne vais pas parler plus longtemps parce que c'est surtout à vous la parole, Virginie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maëlia et bonjour à tous. Bien sûr, nous sommes ravis d'être en personne aujourd'hui pour échanger avec vous et poursuivre cet événement, cette rencontre client Assurance Export. Comme le disait Maëlia, il y a eu pas mal d'ateliers qui ont été organisés par les équipes d'Assurance Export. Beaucoup d'entre vous ont contribué, ont participé, ont remonté des aspects bien sûr positifs, mais également des axes d'amélioration et des souhaits, entre guillemets, d'optimisation sur certains aspects. Donc au jour d'aujourd'hui, le panel présent va essayer effectivement de vous représenter au mieux dans tous les commentaires, dans toutes les remontées que vous avez pu faire ces dernières semaines lors de ces ateliers. Vous nous excuserez par avance si bien entendu on a omis certains des points que vous avez remontés, mais vous n'hésiterez pas à lever la main à la fin de la session et surtout de poser des questions en corrélation avec les points que vous souhaitez évoquer aujourd'hui.
Le panel aujourd'hui est organisé, va couvrir 2 sujets majeurs, l'assurance crédit, bien sûr, que vous connaissez tous parfaitement, mais également l'assurance change, qui peut-être est un petit peu moins connue. Et le but pour nous, c'est effectivement de vous faire un regard croisé lorsqu'on va le pouvoir sur certaines thématiques, mais surtout d'avoir un focus aussi sur l'assurance change quand, entre guillemets, on aura l'opportunité, qui sera représentée par Céline. De manière à commencer cet atelier, je vais vous proposer chacun d'entre vous, donc Céline, Guillaume, Hugues et Thierry, de vous présenter, mais également de présenter en quelques mots la société pour laquelle vous travaillez, et surtout de répondre à une première question, c'est si vous deviez choisir un point positif parmi les différents qui vont vous venir à l'esprit, pour résumer votre expérience avec BPI France Assurance Export, lequel allez-vous choisir? Céline, est-ce que je peux te demander de commencer? Donc, bonjour, Céline Mignaton, je suis directrice adjointe de la trésorerie du groupe François-Charles Ouverture. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent notre particularité industrielle via notre société Ouverture Fiduciaire. Ouverture Fiduciaire est l'un des premiers imprimeurs privés de haute sécurité au monde. Donc nous créons et fabriquons des billets de banque et également créons et personnalisons des documents sécurisés, des diplômes, des timbres fiscaux. 90% de notre chiffre d'affaires est à l'international et selon les années, entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires est en devises, notamment en dollars. C'est donc pour ça que je me suis fait la voix du client pour répondre aux points d'amélioration et points positifs de l'assurance change. Merci beaucoup Céline. Guillaume, tu veux bien poursuivre? Donc oui, bonjour à tous. Donc Guillaume Moreau, moi je suis le directeur des financements des activités Siemens Energy en France. Donc Siemens Energy, vous connaissez certainement, c'est un grand groupe européen présent sur tous les segments de marché de l'énergie électrique. Voilà, les énergies un peu traditionnelles, conventionnelles, mais également le renouvelable au travers de notre de Siemens Gamesa Renewable Energy, un site que le président Macron a visité pendant l'entre-deux tours. Donc beaucoup d'activités depuis la France, sachant qu'on a des centres de compétences qui interviennent avec des expertises particulières, notamment dans la transmission électrique haute tension, notamment sur l'Afrique. Voilà, donc on est amené aujourd'hui à développer notre relation avec BPI France. C'est une relation qui s'est construite dans la confiance. Donc ça, c'est pour moi le maître mot. Donc c'est important, mais on a des équipes très, très réactives. Et puis effectivement, le fait d'avoir cette règle des 20% nous a permis d'intensifier les échanges. Mais je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Donc, mais ça, on en parlera plus tard. Tout à fait, merci. Bonjour, merci beaucoup à BPI de son accueil. Hugues Lebel, moi je suis directeur général d'EnviroEarth, une grande société de 15 personnes dans le sud de la France, à Saint-Cana. Une petite PME qui fait 98% de son chiffre d'affaires à l'international. Nous, on est un mini Siemens, si je pourrais dire, ou un tout petit intégrateur. Mais on fait des stations scientifiques et des centrales solaires pour des zones très isolées. Par exemple, l'île de Tristan da Cunha, qui est perdue entre l'Argentine et l'Afrique du Sud. On a un ingénieur à temps plein là-bas. Voilà, donc on opère partout dans le monde pour tous les projets compliqués. Voilà. Et à BPI, si moi j'avais un mot à dire, ça fait, je pense, maintenant 4 ans que j'échange, qu'on construit des projets avec BPI, des projets crédit fournisseurs pour du solaire à l'international en Afrique, des projets aussi pour de la créance. Et à chaque fois, j'ai trouvé auprès des équipes BPI un vrai soutien, des réponses et du support pour avancer, avec des documents de prime abord qui est peut-être là un peu compliqué, mais qui en fait, une fois démystifiés, étaient beaucoup plus simples. Et soutien aussi au niveau pour le développement de nos affaires, quoi. Voilà. Merci beaucoup Hugues. Thierry. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc Thierry Eisenstein, moi je suis le responsable des financements export du groupe Bouygues Construction, qui est donc un relatif grand groupe, mais qui couvre en fait des petits nombres de projets, mais bien choisis, dans différents métiers, de l'électricité, des installations de centrales, également du bâtiment ou des aéroports, des hôtels ou des hôpitaux, et puis également des solutions de transport, notamment du métro,
qui nous occupent. Voilà, donc nos tailles d'affaires sont souvent supérieures à 100 millions d'euros et peuvent monter à 1 milliard. Donc j'utilise beaucoup BPI France, qui est notre ici de cœur, et donc je n'ai qu'à me féliciter de la coopération avec les équipes qui, pour résumer en un mot, c'était assez dur d'en trouver un, compétence, et puis j'en rajouterai un deuxième, écoute. Bon, merci beaucoup à vous tous d'avoir joué le jeu. Donc notre panel, on le voit bien, était très diversifié en termes effectivement de type de société, mais également en termes de projets qui peuvent être concernés et de produits. Donc je pense que ça va nous permettre de balayer pas mal des sujets, des thématiques qui ont déjà été remontées lors des ateliers. Et Guillaume, tu as mentionné un des points justement, et Thierry, tu as fait écho, mais je suis sûre que Céline et Hugues pourront commenter, c'est la part française en fait, qui est remontée pas mal lors des ateliers comme un des points qui nécessite encore des axes d'amélioration. Alors, ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que ces dernières années, on a bien vu BPI Assurance Export a fait déjà, on va dire, un énorme effort, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de soutien, d'accompagnement auprès des entreprises pour communiquer sur qu'est-ce que la part française. Il y a même un guide qui a été communiqué sur leur site. Mais on voit bien, et il y a eu on va dire une flexibilité apportée, puisqu'effectivement, maintenant, le minimum requis, c'est 20%. Avec un effort qui est très fort pour accompagner les PME, puisque ça déverrouille le soutien en termes de financement jusqu'à 85%. Mais malgré cela, on voit bien que les clients remontent des thématiques assez fortes. La simplification, la poursuite de la flexibilité et surtout plus de visibilité. Donc vous, au quotidien, vous côtoyez ces sujets, vous gérez effectivement les demandes, mais également les échanges avec les équipes d'assurance export. De votre point de vue, quelles sont vos attentes en qualité d'industriel en termes d'exportation sur ces aspects-là? Et surtout, ce serait quoi les mesures concrètes justement pour plus de flexibilité, plus de simplicité et surtout plus de visibilité? Guillaume, est-ce que tu veux prendre la parole peut-être? Je veux bien démarrer. Effectivement, la règle des 20% nous a permis d'échanger sur des accompagnements avec des financements. Par contre, effectivement, la clé pour être compétitif ou d'avoir une position concurrentielle, c'est d'apporter un financement à hauteur du maximum autorisé par l'arrangement OCDE. Ça, c'est le monde dans lequel aujourd'hui on évolue parce qu'on est en concurrence avec d'autres sociétés, soit externes, soit du groupe, et on doit pouvoir justifier de structurer une solution jusqu'à 85% du montant du contrat commercial. Et pour nous, c'est important de pouvoir élever le montant de la garantie au maximum autorisé par l'arrangement OCDE. Donc effectivement, c'est bien. On a souvent besoin d'avoir des recours aux réassurances. Alors, il faut aussi voir que quand on remet une offre, on n'a pas non plus une vision totale au moment de la remise d'offre. Donc, on a besoin certainement d'un peu plus de tolérance sur les écarts des parts qui vont être enregistrées. Certainement, besoin de flexibilité quand on est à quelques points. J'ai un dossier bien en tête. De dire oui, bon, c'est pas grave, on va pas aller voir le réassureur pour cette partie-là. Voilà, donc je pense qu'il faut tenter de faire mieux. Et c'est vrai que le bonus climatique, mais ça, vous en parlez dans un prochain panel, permet d'avancer davantage dans ce sens-là. Mais voilà, si on peut élargir, ça serait bien. D'accord. Je voudrais avoir la vue de Hugues, parce qu'effectivement, tu fais partie, comme tu le disais, d'une structure qui est la taille d'une PME. Donc toi, effectivement, de ton côté, alors tu n'as peut-être pas le sujet de la part française qui est relativement conséquente dans le cadre de tes projets, mais effectivement, l'avantage, c'est qu'avec 20% de part française, tu as un accompagnement jusqu'à 85% et c'est relativement lisible. Pour les grands groupes, comme effectivement Thierry et Guillaume sont la voix aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et ils sont en concurrence directe avec des ICA, notamment européennes, dans le cadre de l'arrangement, qui, elles, ont assoupli leur approche. Toi, ton expérience en qualité de PME, ce serait quoi la remontée dans ton quotidien? Moi j'ai juste une anecdote, un projet qu'on a monté et qui a toujours cours et que j'espère pouvoir développer au Sénégal. Et en fait, au Sénégal, il y avait des règles spécifiques qui s'appliquaient. Initialement, on était parti sur une part française de 20%. Mais en fait, pour pouvoir trouver la quotité maximale, il fallait qu'elle pouvait être calculée si elle était égale à 1,5 fois la part française. Ce qui veut dire que pour un projet solaire, il fallait monter sur une part française de 20% à 56%. Et donc, on est un peu tombé de notre chaise et on se demandait comment on allait pouvoir arriver à déboucler le projet.
Et on a vraiment été bien accompagnés. Et j'ai eu plaisir à retrouver Mélanie Monjean, avec qui on a pu travailler, qui m'a expliqué comment on calculait, quels étaient les leviers. Donc ça demandait vraiment du temps et on s'y investit avec un des ingénieurs qui pilotait le projet. Et en fait, cette difficulté pour moi et à l'échelle de nos petits projets, en fait, a été un vrai facteur de succès du projet, parce que ça nous a forcé à aller chercher des fournisseurs en France. Et en fait, du coup, on a valorisé de l'expertise et de l'excellence technique auprès du client. Et en fait, ça a vraiment porté le projet sur une autre dimension, quoi. Donc, moi, j'aurais envie de dire, la part française à 20%, pour moi, elle est tenable sur mes projets d'énergie renouvelable aux stations scientifiques. Après, peut-être qu'on pourrait envisager des choses quand vraiment on est sur par exemple, sur un projet photovoltaïque, les panneaux pèsent énormément. Donc, si jamais on n'est pas capable de les sourcer en France, dans quelle mesure est-ce qu'on peut envisager des aménagements par rapport à l'état du tissu industriel français aujourd'hui? Ça pourrait être des choses intéressantes à pousser. D'accord, merci Hugues. Thierry, peut-être pour Bouygues, Oui, parce qu'effectivement, tu vas peut-être certainement rejoindre Guillaume, mais tu as peut-être d'autres éléments à mettre en lumière. Alors, bon, c'est un témoignage donc, du coup un peu personnel, mais même si on est là pour être la voix du client, bon, la part française, c'est une difficulté. Parce qu'on ne la connaît pas au début, ça c'est clair, on ne la connaît, pour être un peu provocateur, qu'à la fin. Mais même au début, il nous est toujours difficile de cibler français sur tous les intrants d'un dossier. C'est même impossible. On est organisé pour être internationaux. Et donc, lorsqu'on pense à une structuration financière à partir de BPI France, évidemment, on donne des consignes très fermes à tous les designers internes, acheteurs ou tous les gens de la supply chain d'aller chercher sur notre territoire. Pour autant, ça reste difficile. Et donc, effectivement, je suis aussi en demande de flexibilité, parce que c'est ainsi que la vie se passe. Ensuite, les autres ICA que nous côtoyons aussi ont une autre notion que le contenu. Elles ont une notion qui s'appelle l'intérêt national. Et alors, c'est sûr que c'est difficile à admettre, mais elles acceptent des dossiers qui n'ont pas de base industrielle dans leur pays. Alors, je ne dis pas que c'est la tendance. J'ai entendu tout à l'heure Pedro expliquer que ce n'était pas tendance de renoncer au contenu français. Et ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il y a des endroits où on tient en compte davantage l'intérêt français que le strict contenu français. Et notamment, il faudrait pouvoir arrêter de demander des détails sur le niveau -1, -2 de sous-traitance, parce que c'est très difficile déjà à obtenir, à garantir encore plus. Et quand on est un simple intégrateur comme nous, on est épiciste, intégrateur, on n'a pas accès à toutes ces informations-là. Et donc, on fait une somme de paris qui arrive ou pas à être délivré. Donc, on prend des précautions, on est même prudent, on nous reproche même parfois de ne pas avoir assez de part française et de ne pas s'engager assez. Mais il y a quand même une raison à cela, c'est que, on ne sait pas où on s'étare, et qu'ensuite, on est dans une grande chaîne de logistique et on peut avoir des défaillances ou des changements au cours de la vie des affaires qui durent très longtemps. Et donc, effectivement, le mot-clé, ça serait de dire soyons plus réceptifs à l'intérêt français qu'au contenu strict et essayons de faire confiance aux exportateurs autant que possible. Ouais, et je pense que le sujet, effectivement, est important parce que ce qui a été remonté, c'est notamment est-ce qu'il est nécessaire d'aller jusqu'au sous-traitant de niveau -2 ? Parce que ça rajoute d'autant plus de complexité, et je vous laisserai encore une fois clarifier ce point parce que vous l'expérimentez au quotidien. Et l'autre point que tu mentionnais, mais qui est très important, c'est qu'on s'inscrit dans un cadre long terme dans nos projets. Et effectivement, ce qui est vrai quand vous êtes au statut de la remise d'offres, lorsque vous bidez, va clairement évoluer dans le temps quand le contrat va, entre guillemets, venir à sa conclusion, peut-être 1 an, voire 2 ans après. Donc effectivement, avec tous les changements qu'on peut voir. Il y a un point qui avait été remonté dans l'atelier auquel j'avais participé, c'était effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le besoin de s'assouplir sur d'autres sujets, comme par exemple prendre en compte le type de société qui, entre guillemets, contribue. C'est-à-dire, est-ce que le rôle, c'est un intégrateur? Est-ce que c'est un industriel pur? Est-ce que c'est un EPC contractant? Est-ce qu'il a un autre rôle? Parce qu'effectivement, on pourrait lui allouer effectivement peut-être des contenus de facto qui, pour le coup, seraient lisibles au jour 1, et qui permettrait à ces industriels, comme le disait Thierry, de travailler un petit peu avec sérénité sur comment ils vont faire aboutir leur contrat. Est-ce que vous pensez que c'est une idée qui pourrait être intéressante ?
Forfaiter finalement le contenu en fonction de la nature des entreprises. Par exemple, ce que font certains ici européennes, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à explorer? Toute simplification est bonne à prendre. L'autre sujet que vous mentionniez, c'était effectivement sur les chaînes d'approvisionnement, et ça me fait une très bonne transition sur un sujet d'actualité qui a été remonté, on l'a vu, qui a été l'écho, entre guillemets, du panorama économique un peu plus tôt dans la matinée. On voit bien que l'augmentation des matières premières est clairement d'actualité et met une forte pression, d'autant plus pour vous, industriels. On voit bien qu'il y a une forte volatilité des prix qui malheureusement persiste, et on comprend que des économistes, mais également des statistiques de la Banque mondiale, que ça va se poursuivre au moins pendant 2 ans encore, si ce n'est plus. Du coup, une question que vous avez, enfin un point que vous avez remonté, c'est au jour d'aujourd'hui, vous faites face à cette contrainte qui met énormément de pression sur vous, vos équipes, et surtout la réalisation de vos projets. Du coup, Thierry, je voudrais te laisser la parole pour savoir quelles sont, selon toi, les mesures de soutien qu'on pourrait explorer pour ce problème auquel vous faites face et qui clairement va perdurer. Oui. Alors, je n'ai pas de solution, hein. Bien sûr, les produits ne sont pas sur la table, donc il faut peut-être les inventer ou les réinventer. Dans le passé, il existait des dispositifs qui permettaient de se protéger contre ce qu'on appelait le risque économique, mais ces dispositifs sont devenus totalement caducs. Donc, il faudrait voir comment réinventer quelque chose de neuf. Mais l'idée, c'est qu'il y a 2 axes. Il y a les dépenses, les intrants, et puis ensuite, il y a la possibilité d'avoir des recettes supplémentaires. Donc sur les intrants, les entreprises sont confrontées à des indices et à des commandes. Donc il y a un vrai coût inflationniste qu'on voit dans nos affaires. Moi, j'ai déjà des dossiers qui sont en prix forfaitaire non révisable et qui sont déjà en difficulté, voire en perte, en projection. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire sur les intrants? On n'a pas un grand choix, changer la chaîne d'appro. Du coup, si on change la chaîne d'appro, on va être tenté d'aller chercher des dossiers hors de France. Donc ça nous positionnera en rupture peut-être jusqu'à un certain niveau de nos engagements. Donc c'est une tentation, mais qui est un peu, comment dire, désagréable et lourde de conséquences, et on ne peut pas aller dans ce sens-là. Mais pour autant, la tentation existe chez nos acheteurs de dire « mais oui, mais Thierry, c'est bien joli tes contraintes, mais peut-être que j'ai des bons prix en Turquie ou sur la plateforme de Dubaï ou ailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça peut bien faire à la fin si on lâche 5 ou 10% de contenu français? Bon, la tentation existe. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à une forme de flexibilité aussi dans la période où les intrants sont en très forte hausse. Sur ensuite les recettes, il faut prévoir, je crois, des contingences dans les financements ou prévoir peut-être que des révisions de dossiers en passant en commission de garantie ou pas, en délégation ou pas, mais bon, peut-être autoriser le financement des révisions de prix qui vont inévitablement se produire. Les avenants vont arriver, le temps de les négocier, mais derrière, il y aura des révisions de financement à prévoir aussi. Il faut donc qu'on ait une forte tolérance et accompagnement des autorités également pour nous permettre d'apporter une solution de financement à nos nouvelles recettes liées à l'inflation. Guillaume, je vois que tu veux réagir, mais merci beaucoup. Au niveau en fait, de BPI France et l'État français, enfin en général, je pense qu'effectivement d'avoir même des clauses de révision dans les promesses qui permettent d'avoir finalement une mise à jour systématique de l'engagement et qui tiennent compte un peu de ces contraintes, ça nous permettrait déjà d'assurer en fait un produit de garantie. C'est déjà assez compliqué d'avoir un échange avec nos clients pour justifier d'une hausse de prix. Donc le fait d'avoir un support de BPI France à nous permettre de maintenir l'engagement, même si on a une augmentation du prix de 10-15%, par exemple, ou effectivement peut-être une variation de la part française de 10-15%. Ça éviterait des passages en comité ou une procédure longue qui finalement nous éloigne du marché le temps de la délivrance de la nouvelle promesse, par exemple. D'accord, donc il y a vraiment 2 axes en fait. Il y a le sujet des révisions de prix qui existe déjà mais qui est étudié au cas par cas, mais effectivement plus de souplesse pour un accompagnement sur le long terme et éviter effectivement sans arrêt d'y revenir et de vous contraindre dans, entre guillemets, pour sécuriser votre contrat.
Il y a effectivement sur le sujet de la chaîne des approvisionnements, où là, il faut un accompagnement plus fort au niveau des exportateurs. On n'a pas de produit. Et il n'y a pas de produit au jour d'aujourd'hui. L'équivalent d'une garantie inflation comme une garantie de change, peut-être participative, avec des seuils, avec des primes, avec un intéressement en cas de non-réalisation, je ne sais pas. Mais il faut créer quelque chose, et assez vite, en fait, en vérité. Oui, parce que le besoin, il est là, il existe déjà, il s'est déjà matérialisé. Le produit est prêt en 2024, c'est trop tard. C'est trop tard. Céline, je vais te laisser la parole parce qu'on fait le parallèle du coup avec le sujet change. Donc, la couverture des importations en devises, c'est un point d'amélioration qui a été largement discuté lors de nos différents échanges. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on met en place une assurance change, on le met en place pour nos recettes, mais pas pour nos dépenses. Et comme nous, pour vous citer un exemple, comme vous pouvez le comprendre, pour la fabrication de billets de banque, nous, on a des fournisseurs spécifiques, et notamment pour les billets en polymère. Les billets en polymère, c'est les billets plastifiés, comme vous pouvez retrouver en Australie et maintenant en Angleterre, où il y a 2 fournisseurs dans le monde. Il y en a un en Angleterre et un en Australie. Donc, selon si on commande en Australie, le fournisseur australien a également une usine au Mexique. Donc, soit on paye en dollars australiens ou en US dollars. Et quand on achète en Angleterre, donc en livres sterling. Donc, on est vraiment face aujourd'hui à cette inflation du prix des matières, et on n'a pas moyen de se couvrir à part la couverture bancaire. Donc le point d'amélioration, c'est est-ce qu'aujourd'hui, BPI France, au même titre que l'assurance change export, ne pourrait pas nous proposer une assurance change import à partir du moment où, quand on fait notre demande d'assurance, on travaille sur la base de devis, donc on a déjà des devis estimatifs en devises, et si on ne pourrait pas se couvrir sur cette base-là. D'accord, merci beaucoup pour ces remontées. Je pense qu'on n'a malheureusement pas la solution miracle, mais l'identification clairement d'un sujet qui ne fait que grandir, qui est déjà présent et qui pèse sur vos industries, et surtout pour la sécurité des contrats. Et encore une fois, au jour d'aujourd'hui, ce sont des industriels français qui parlent, dont l'importance de les accompagner dans cette démarche, même si elle est effectivement assez peu facile à gérer au vu de l'urgence. L'autre sujet qu'on voulait aborder, il a été évoqué un peu plus tôt dans la matinée, c'est la garantie des projets stratégiques, produit qui était très attendu par le marché, je pense aussi bien côté industriel, mais également côté banque. On s'était dit, ça y est, enfin un produit délié. Alors on a bien compris, il n'est pas complètement délié, même si c'est un peu surprenant, parce que, sauf erreur de ma part, dans le décret, c'est clairement mentionné qu'il n'y a pas besoin de part française. Mais du coup, effectivement, le produit, au jour d'aujourd'hui, a pas encore trouvé preneur, et je laisse la salle me corriger s'il y a eu un produit qui s'est concrétisé, mais je ne pense pas. Par contre, effectivement, la France souhaite poursuivre ce développement de ce produit et a, en début d'année, fait 2 ouvertures, donc, que Maëlia a citées lors du petit quiz. C'est effectivement l'accompagnement pour financer les produits domestiques. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui est en cours, ou qui est déjà très avancé. Et le deuxième point, c'est bien sûr s'inscrire dans le cadre du verdissement de l'économie, un sujet qui a été énoncé maintes fois par notre gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, donc, rien ne s'est matérialisé. Selon vous, de vos expériences, peut-être parce que vous avez sollicité des demandes dans le cadre de la GPS, pourquoi ça n'a pas fonctionné de vos expériences? Qu'est-ce qui a peut-être à manquer, ou qu'est-ce qui vous a semblé difficile à passer? Et puis surtout, ce serait quoi vos propositions à vous, en qualité d'industriel, pour que ce projet marche? Ce serait quoi les points que vous voulez faire remonter aujourd'hui à l'assurance export, pour qu'elle nous accompagne effectivement aussi un peu plus dans le développement de ce produit? Je commence. J'ai déposé un seul dossier au tout début de la création de cette initiative qui était vraiment attendue. Le sentiment, alors il a été rejeté, les explications n'ont pas été très claires, ni le processus d'instruction. Mais bon, c'est pas grave, ça fait pas. Du moment que c'est dans la moulinette, dans la boîte noire, c'est pas grave. Si ça sort, tant mieux. Si ça sort pas, c'est qu'on n'a peut-être pas été assez bon. Néanmoins, je crois que le produit avait des ambitions justement un peu trop stratégiques et pas assez opérationnelles. Il fallait en faire alors, tant mieux qu'il soit révisé. On a entendu tout à l'heure et on a vu les décrets passer. C'est une bonne chose de le réformer. Pour autant, est-ce qu'il va trouver son public? C'est pas du tout certain. Il faut qu'il devienne simple, accessible, et puis il faut arrêter d'en faire un produit un peu trop élitiste, avec trop de contraintes, parce que sinon, ça ne rentrera pas dans les cases. Donc, la recommandation, ce serait de s'en servir comme un outil d'attaque, en fait, de compétition, et de sortir de l'aspect purement stratégique. C'est rare qu'un dossier soit
véritablement stratégique. On ne parle pas d'approvisionnement dans la plupart du temps, on parle éventuellement d'innovation, mais guère de stratégie au sens crucial. Donc il faut enlever ce caractéristique qui est dans son nom. Il faut s'en servir comme un outil délié, véritablement délié, qui d'ailleurs peut être couplé avec du crédit acheteur. Hein. Ce n'est pas une malédiction d'avoir de la part française, au contraire. Mais il faut que cet outil-là devienne accessible comme un autre outil de compétition et peut-être même, faudrait que son instruction cesse d'être faite par la DGT, puisque la DGT est comment dire, calibrée, orientée, tout son dispositif c'est fait pour trouver de la part française. Et leur confier la tâche de nouer des GPS sans contenu français est quelque chose qui est, à mon avis, étonnant. D'accord. Donc effectivement, toi, ton approche, c'est de dire faisons quelque chose de beaucoup plus simple, parce qu'effectivement, les axes stratégiques qui ont été inscrits dans le décret, qui paraissaient pourtant assez larges au début, donc je pense que tout le marché se disait on arrivera à trouver une approche. Malheureusement, c'est devenu, pardon de l'emploi, un peu une usine à gaz. Donc effectivement, revenons à quelque chose de plus pragmatique et servons-nous de cet outil comme d'un levier pour effectivement, comme tu disais, aller chercher peut-être quelque chose qu'on n'irait pas naturellement, ou en complément de ce qui existe déjà, qui est l'assurance crédit. Éventuellement, un outil de matching aussi, ça peut être le cas. Hein. Tout à l'heure, Paul a parlé de matching. Donc, la GPS peut-être être utilisée comme un levier fort. Guillaume, est-ce que tu veux... C'est vrai que c'est assez difficile de qualifier un projet comme un grand projet stratégique. Hein. Donc moi effectivement, je n'ai jamais déposé de demande. Par contre, effectivement, peut-être aussi de nouer un dialogue et de se dire, effectivement, avec la DG Trésor, voilà, c'est une cible. Si vous arrivez à réaliser tel projet, d'avoir un peu de guidance, ça serait pas mal. Je pense que moi, j'en ai pas forcément. Enfin, on n'a pas pu échanger sur le sujet et de cibler un projet et de se dire, voilà, si on arrive à le réaliser, vous obtiendrez ce support-là. C'est intelligent plutôt que de construire au sein d'une entreprise un projet stratégique qu'on va ensuite marketer et présenter. Là, on a peut-être plus de chances de faillir. Donc, je préférais plutôt avoir un support entrant et de créer une cible commune. La prévisibilité, c'est ça une question. Ouais, je pense que effectivement le côté prévisible et surtout la lourdeur entre guillemets, je pense pour passer le cap d'éligibilité a été remonté comme un point vraiment problématique. Effectivement, le sujet de l'instruction qui est par étape et par palier et qui permet pas non plus aux exportateurs, je pense, de se projeter et d'accompagner leur projet avec quelque chose un petit peu de clair sur comment ça va aboutir. L'autre sujet qui avait été aussi évoqué, c'était de réfléchir à une augmentation dans la mesure du possible, parce qu'il y a les contraintes malheureusement au sein de l'Union européenne, mais de voir à peut-être déverrouiller la quotité garantie lorsque les projets soutiennent des projets innovants, vont soutenir des projets durables. Et ça, c'est quelque chose... Alors, il y a les contraintes qui s'imposent bien sûr à l'État français au titre de l'UE, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. On va passer sur le sujet de l'OCDE parce que j'ai conscience qu'on est un peu contraint par le temps. Mais rapidement, je voudrais réévoquer avec vous, alors ça a été mentionné ce matin, que peut-être l'assurance export pourrait être, on va dire, un peu moins exigeant dans son approche ou dans sa lecture des contraintes imposées par l'arrangement OCDE et s'assurer effectivement qu'ils sont peut-être en ligne avec ce que leurs camarades au sein de l'Union européenne notamment et de l'OCDE font. Mais il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'était les mesures temporaires qui ont été mises en place suite à la pandémie, et notamment le fait qu'il y a eu la possibilité pendant une durée donc, qui est relativement courte, hein, c'est jusqu'en novembre avec une période supplémentaire de 6 mois, pour financer le crédit acheteur jusqu'à 95% versus 85%. Alors ce matin, on a entendu dire qu'a priori, il y aurait un projet qui aurait eu... l'opportunité d'être validé ou d'être soutenu dans ce cadre. Moi, je pense qu'on a été beaucoup à tenter, ou en tout cas à échanger avec l'assurance export sans trop malheureusement, de retours positifs, alors qu'on voit bien que sur certains pays émergents, c'est très important, l'accompagnement qu'on peut leur apporter,
et pas uniquement quand on est dans le cadre d'une concurrence. Je tiens à le préciser parce qu'effectivement, lorsqu'on est en gré à gré, c'est pas parce qu'il n'y a pas de concurrence que les clients vont pas le regarder, et le volet financier est tout important. Donc le sujet du matching, c'est pas forcément facile. Mais quelle a été votre expérience un petit peu, et surtout, c'est quoi le point que vous voudriez remonter sur cette mesure temporaire? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut surtout mettre en place? Il faut le poursuivre sur quelque chose d'un peu plus long, parce qu'effectivement, au vu des projets, c'est compliqué de le cibler sur un an et demi. Ce serait quoi votre remontée? Non, tu as effectivement parfaitement adressé le point. En fait, si on a une fenêtre de tir jusqu'à novembre et que nos projets, finalement, ils vont se matérialiser en 2023, bon, ça ne sert à rien de le proposer, hein, parce que finalement, on va proposer quelque chose qui ne va pas pouvoir se matérialiser. Donc, il n'y a effectivement aucune chance de pouvoir signer un contrat avec ces conditions de financement. Ça serait même contre-productif, parce qu'on va arriver à faire croire aux clients qu'on va pouvoir lever davantage de fonds, ce qui ne se fera pas au final. Donc je pense que d'étendre ce terme, ou d'avoir, voilà, il faut qu'on ait un engagement plus fort et qui s'inscrive dans la durée. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, dans ce sens-là, oui, évidemment, la période initiale est trop courte. Il faut l'étendre au moins d'un an, le temps que les mesures puissent être utilisées et appropriées par le marché. Moi, je n'ai pas vécu, au titre de mes dossiers, de refus, mais on a eu dans les ateliers clients des remontées comme quoi la France y allait à petits pas, contrairement à d'autres ICA. Donc peut-être que cette possibilité offerte par l'OCDE est un atout, et donc il faut savoir saisir la balle au bon. Ouais, surtout qu'en plus, vous avez tout à fait appliqué notamment l'élargissement sur la part locale. Donc pourquoi effectivement être peut-être un peu plus regardant sur ce sujet. L'autre point qui avait été mentionné, je le couvre très rapidement, c'est sur le sujet de la stabilisation. Donc en fait, voilà, très bon produit. Le seul souci, c'est qu'il est très complexe. On a le taux construit, on a le taux adapté qui n'a pas de visibilité. Et effectivement, problème aussi, encore une fois, d'alignement avec la concurrence au sein de l'OCDE. Donc effectivement, la remontée qui a été faite par les différents ateliers, c'est merci de simplifier, ça devient très urgent. Je vais laisser la parole à Céline sur l'assurance change, qui a été un des ateliers très actifs, qui a remonté beaucoup de points positifs sur un produit, mais tu vas nous faire part effectivement de ton expérience, et puis surtout nous partager un peu les avantages clés de ce produit. Mais je pense que c'était très bon produit, efficace, simple et entre guillemets rapide. Tu nous confirmes ? Je confirme, Virginie, tu as repris tous les points positifs lors de nos échanges. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît aujourd'hui l'assurance change qui est proposée par BPI France Export. Donc, je vais vous résumer en quelques mots. Donc, c'est un produit qui vous permet de vous garantir un cours de change à partir dès la remise de votre offre commerciale jusqu'au dernier paiement, donc contre une prime. Que vous payez dès la mise en place de l'assurance change, une prime qui est fonction de la période de négociation. Donc ce qu'on appelle la période de négociation, c'est la période entre la remise de l'offre et la signature du contrat. Donc elle est de minimum 3 mois jusqu'à 24 mois. Et donc, le taux de prime est également défini en fonction de différentes options qui sont proposées, comme l'option de l'intéressement. L'intéressement, c'est en fonction de l'évolution du taux de change qui est favorable ou qui est favorable. Vous permet de revaloriser le taux de change communiqué dès le départ à hauteur de 50 ou 100%, et 50 ou 70%, excusez-moi, et ce jusqu'à la signature du contrat. Donc, qui est éligible aujourd'hui? Donc, toutes les sociétés françaises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, ayant des projets d'exportation. Et il y a toujours cette quote-part de part française. Donc, il faut avoir une part française au moins égale à 20% du montant total de l'offre. Aujourd'hui, BPI France Export couvre un peu plus de 40 devises, dont certaines sont soumises à conditions. Donc voilà, j'ai à peu près fait un petit résumé très très rapide de ce produit. Peut-être, Céline, merci beaucoup. Je pense que c'était utile effectivement de rappeler rapidement les avantages et surtout ce que présente ce produit. Il y a plusieurs axes d'amélioration qui ont été remontés lors de l'atelier. Alors je sais que pour certains, tu vas facilement pouvoir faire écho, mais qu'est-ce que tu peux nous partager d'autres également qui a été remonté, qui est utile? Tu en as déjà mentionné un?
tout à l'heure sur Pour effectivement les chaînes d'approvisionnement directement. Voilà. Sur les autres. Donc, lors de nos échanges, il est revenu sur la réduction de la période de négociation, parce qu'aujourd'hui, c'est 3 mois minimum. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas concernée, parce que j'ai des appels d'offres assez longs, avec des durées de validité qui courent entre 90 et 180 jours. Mais il y a beaucoup d'entreprises, dont plus petites, qui ont des appels d'offres avec des retours sous 15 jours et des signatures de contrat à 1 mois. Donc, ils sont obligés de payer un taux de prime pour une période de 3 mois. Attention, ce n'est pas parce que vous mettez en place une assurance change avec BPI France Export que vous avez une obligation de résultat et que vous devez obligatoirement obtenir le contrat. Tout n'est pas perdu. Si votre offre n'est pas retenue, pendant cette période dite de négociation, vous envoyez un mail, vous téléphonez et une quote-part de la prime vous sera restituée. Donc, c'est quand même important. Parce que tout n'est pas perdu si nous ne sommes pas adjudiqués. Donc voilà, donc la réduction de la période de négociation a été un point remonté assez fréquemment. Ouais, l'autre point, c'était effectivement peut-être dans certains cas, rapidement, tu n'hésites pas à interagir avec moi, plus de transparence sur le calcul du taux, mais effectivement là, ça va dépendre du cadre des transactions et du type de société. Voilà, mais alors on a, après discussion avec BPI France Export, ce calcul est disponible en fait sur simple demande, à la demande. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur le taux de change qui vous a été communiqué, vous pouvez leur demander et ils vous donneront tout le détail. En général, il est calqué sur le cours BCE du jour, plus comme quand vous faites un change à terme classique avec les points de terme appliqués en fonction de la durée estimée. Et les 2 autres points importants, mais qui sont vrais également sur l'assurance crédit qui ont été remontés, c'est s'assurer que les nouvelles offres, les améliorations de produits, qu'ils continuent en fait la communication. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais je pense que poursuite, je pense que c'était le mot d'ordre. Voilà, ça c'était un mot d'ordre parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui ne recevaient pas forcément les newsletters avec les nouveaux produits notamment. Donc c'est sûr qu'on ne consulte pas forcément tous les jours le site BPI France au niveau de l'assurance pour savoir quels sont les nouveaux produits. Mais ce point a été remonté et puis est en train d'être... on est en train de trouver des solutions pour que tout le monde puisse avoir de la communication et recevoir les newsletters. Et le dernier point, c'est effectivement continuer, ça c'est vrai pour tous les produits, d'enrichir la plateforme en ligne, poursuivre effectivement la digitalisation. On sait que ça prend beaucoup de temps, mais effectivement, je pense que c'est apprécié des industriels qui ont le sentiment de gagner du temps. Voilà, aujourd'hui, on peut faire les demandes en ligne, c'est assez simple. Et on a relevé aussi en point positif donc la simplicité des demandes, la réactivité des services. Et aussi, ce qui est beaucoup apprécié, c'est qu'il y a toujours un suivi du dossier. Donc, si vous avez une opération qui a échéance 30 juin, vous allez recevoir 15 jours avant et une semaine avant une relance ou un coup de fil des assurances change pour vous dire attention, regardez, il y a vraiment un suivi et on l'apprécie. Proximité de l'accompagnement, c'est bien noté. Il nous reste un dernier point, on va devoir être très rapide. Je vois qu'on est rappelé entre guillemets par le chrono qui tourne, excusez-moi. C'est le bonus climatique. Donc c'est un point qui va être abordé dans le panel suivant. Donc on ne va absolument pas rentrer dans le détail. Ce sera fait dans quelques instants. Mais ce que j'aimerais échanger avec vous, et c'est quelque chose qui a été remonté lors des ateliers, c'est effectivement les propositions d'incitation. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, et en fait il y a plusieurs aspects qui ont été remontés, mais je vais vous laisser la parole. Il y a bien sûr des incitations financières. Maintenant on sait qu'il y a des contraintes qui s'imposent. Il y a le soutien aux petits projets innovants et le soutien aux projets sociaux, pour lequel la France a clairement des champions dans la salle et tout près de moi. Donc selon vous, ce serait quoi vos propositions et ce serait quoi, entre guillemets, les aspects pour lesquels on peut faire mieux? Oui, alors en effet, le bonus climatique, il n'est pas toujours mesurable en termes financiers. Donc, c'est ce qu'il faut arriver à faire jaillir pour les emprunteurs. C'est ce que j'allais dire, ouais. En fait, il n'est pas mesurable pour l'emprunteur. En fait, il n'a pas du tout le sentiment que ça lui apporte quoi que ce soit. Soyons clairs. C'est vraiment ça. Donc, il faudrait vraiment que ce bonus soit vraiment palpable, c'est un bon terme, palpable. Et bien sûr, élargir également à ce bonus les ouvrages sociaux, ou de type hôpitaux, par exemple, ou bons pour la population au sens large, et pas seulement bons pour le climat
ça serait un petit peu trop réducteur. Ok. Hugues, j'aimerais bien avoir ton avis. Moi, je suis plus particulièrement intéressé, je pense, comme PME, par le concept de petits projets innovants. On a beaucoup de choses à apporter, notamment dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables et des stations hybrides. Et il y a une dynamique d'innovation qui est perpétuelle et très très forte. Et on a un vrai savoir-faire à jouer en France. Je ne parle pas qu'en mon nom. Et aujourd'hui, en fait, moi, il faut peut-être que je reconsidère mon point de vue, mais suite notamment à ce qu'a dit Pedro Novo en disant non, mais l'accent, c'est vraiment, il faut qu'on pousse sur les PME. Donc, super nouvelle. Mais moi, aujourd'hui, il y a un effet de seuil qui est très fort parce que, par exemple, la solution du crédit fournisseur, qui est un très très bel outil pour aller adresser des besoins, par exemple, d'industriels en Afrique ou autres, en fait, ceux qui peuvent prendre un projet qui va être au-dessus d'1 million d'euros, il n'y en a pas beaucoup, quoi. En revanche, si on pouvait aller monter des petits projets innovants pour des industriels sur des 300 kilos euros, là, on peut commencer à vraiment ouvrir un marché et ça fait de l'amorçage, en fait. D'accord, donc là, c'est un message plutôt pour, on va dire, la place bancaire, plutôt que je pense que pour l'assurance export. On est d'accord, hein. C'est plutôt l'accompagnement et le partenariat. Oui, ou tu penses qu'il y a aussi un frein côté assurance export? Tout à fait, j'ai tendance à... non, parce qu'au niveau assurance export, si on peut monter le dossier pour des montants inférieurs à 1 million d'euros sur des 300 400 000 euros, là, on va pouvoir, après, trouver du financement derrière. Ça serait vraiment un levier, globalement. Mais la première base, avant le financement, pour moi, c'est l'assurance crédit export, quoi. D'accord. Guillaume, tu voulais... Oui, c'est vrai qu'effectivement, ce bonus climatique est intéressant, mais il faudrait qu'on puisse également recevoir finalement de manière peut-être systématique les durées les plus longues de garantie en étant dans les critères. Ça déjà, ça serait utile, hein. Donc finalement, ça serait une prise de risque peut-être qui soit finalement celle de l'État français à garantir un projet avec ses durées maximum. D'accord. Ma proposition est effectivement élargir le champ, c'est toujours mieux. Je pense qu'effectivement, tu as raison. Pour le coup, ce serait quelque chose qui serait vraiment très concret pour les emprunteurs, puisqu'effectivement, ça donnerait un plus. Et peut-être sur les aspects des PME, est-ce que tu penses que prendre en charge est-ce que vous pensez par exemple que prendre en charge les diligences, les due deals qui sont faites dans le cadre des projets, ce serait un plus si elles étaient financées? Si on déverrouillait aussi la quotité garantie, vous pensez que ça changerait la donne? Définitivement. Ouais. C'est la liste avant Noël. C'est exactement. Il me reste quelques minutes avant que Maëlia me reprenne la parole, donc là, j'y vais. Oui, alors les frais de due deal pour les petits dossiers, ça doit être très, très, très sensible, j'imagine. Oui, effectivement. Et pour les dossiers de grande envergure, ça reste absorbable. Donc, ce n'est pas une énorme demande. Bon, c'est sympathique à prendre. C'est sympathique à prendre, ok. Mais c'est pas... Voilà, par contre, avoir plus de tolérance sur les contenus, ça, c'est mesurable. D'accord. Ça peut être un accélérateur projet, hein, d'avoir la prise en charge de ces frais de développement. Alors, j'allais te rejoindre justement. Je pense que pour moi, ça peut être aussi la capacité d'initier la pompe en fait pour les projets. C'est ça. Merci à tous. Je pense qu'on n'a peut-être pas couvert toutes les remontées que vous avez pu faire, mais si vous avez peut-être, Maëlia, est-ce qu'on a le temps? Tu veux prendre une ou deux questions? Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Et je pense que vous avez... Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Parce que pour avoir vu toutes les synthèses de tous les ateliers de brainstorm, vous avez vraiment bien couvert tout ce qui a été remonté dans ces ateliers de brainstorm, dont je remercie aussi les autres personnes présentes ici qui ont participé, parce que c'est extrêmement important pour nous d'avoir la voix du client, comme on le dit. Donc notre dernier panel, merci beaucoup. Notre dernier panel va être sur le bonus climatique, avec des personnes qui l'ont testé. Et donc il va compléter ce qui a été dit à la fin. Belle transition. Donc Camille Serfati, Frédéric Penza.
je ne les cite pas, Camille Sarfati de GE et Frédéric Penza de FIV, et donc co-modéré par Laurence Lerouzic et Franck Cambon. Oui, bonjour. Oui, ça